Au Moyen-Âge, nous vivions sous une société traditionnelle. Elle était à grande tendance oligarchique parce que c'était une oligarchie terrienne, elle n'était pas vraiment synarchique. L'Église avait tenté d'imposer une timocratie, une théocratie, ça n'avait pas fonctionné. Et l'empereur Charlemagne avait tenté d'imposer une synarchie qui n'avait pas fonctionné. Ça s'était écroulé immédiatement. Il est couronné en 768. Roi des Francs, et puis en 800 il est couronné empereur du Saint-Empire romain germanique, mais ça va pas durer longtemps puisque ses petits-fils, pour pas se montrer à la hauteur, l'Europe va être divisée en trois. Cette division en trois de l'Europe, elle annonce toute la suite jusqu'à notre époque. C'est 1260 ans de tribulation, ce qu'on appelle le règne de l'Antéchrist, dont la fin est annoncée en 2028 avec l'assassinat du dernier descendant de Charlemagne, qui sera au pouvoir, c'est-à-dire Harry Windsor, et qui sera conseillé par un faux prophète qui, très vraisemblablement, Elon Musk, celui qui veut aller avec la direction générale à Jérusalem, où il sera parfait génétiquement parce qu'il aura un neuron plan, puis après il ira sur Mars. Voilà. Bienvenue chez les débiles. Voilà. Donc en attendant, on va faire aujourd'hui une petite vidéo supplémentaire pour expliquer quelles problématiques nous avons en Europe, avec l'Occident, quelles problématiques nous avons face à notre pouvoir. On n'a pas eu de synarchie, elle n'a pas fonctionné. La timocratie n'a pas fonctionné à la juive. L'oligarchie s'est effondrée avec Philippe le Bel, elle se relèvera jamais. Louis XVI, et le comte de Chambord, c'est vraiment la fin. Mais par contre, on va avoir un sursaut pour l'autorité spirituelle et le pouvoir temporel avec le grand monarque et le grand pape. Mais ce grand monarque, il ne sera pas empereur d'Europe pour autant. Qu'est-ce qui se passe en Europe ? Qu'est-ce que ça annonce pour la suite? Qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vous souhaite un bon jeudi. Lorsque l'on suit l'anacyclose de Platon, on s'aperçoit que depuis l'Égypte, nous avons passé effectivement, avec des grandes civilisations, au moins 3 voire 4 des phases de l'anacyclose de Platon. Platon nous explique qu'en Égypte, à l'origine, il y avait une véritable synarchie, avec un pharaon qui était l'intermédiaire entre le ciel et la terre, et 4 castes qui étaient structurées. D'ailleurs, en Égypte, normalement, il n'y avait pas d'esclavage, on était seulement esclave pour dette, ça durait un maximum de 7 ans. Et puis, cette synarchie, elle n'a pas fonctionné, elle a été sanctionnée au moment de Ramsès II. Les Hébreux sont partis en Judée, puis ils ont tenté de créer leur propre synarchie, ça n'a pas fonctionné. Rapidement, ce sont les prêtres qui ont pris le pouvoir avec le temple, et c'est devenu une timocratie. Puis cette timocratie, elle a échoué, en s'en prenant à la noblesse, et en particulier à Jésus. Et en France, on va voir, avec le sang de Jésus, c'est la mystique franque, une renaissance de la synarchie avec Charlemagne, qui va donner ensuite naissance à l'oligarchie capétienne et l'âge d'or de l'oligarchie capétienne, ce qu'on appelle le Moyen-Âge. Et puis ce Moyen-Âge, il va s'effondrer, il va finir dans le chaos de la modernité et l'influence spirituelle va se déplacer vers les États-Unis. Aux États-Unis, c'est l'âge de la démocratie des peuples, avec la franc-maçonnerie en accompagnement. Mais cette démocratie américaine, ce système de liberté américain, il est maintenant totalement détruit. Et nous allons en Occident vers une tyrannie, la tyrannie finale, qui est celle de l'Organisation des Nations Unies, ce qu'on appelle plus généralement la gouvernance mondiale, qui va être une tyrannie. C'est-à-dire qu'au début, elle va sembler apporter une solution au chaos, mais au bout d'un moment, et très rapidement, parce que c'est le régime le plus court, on va s'apercevoir que cette solution, elle est complètement foireuse, et qu'on va en souligner tout de suite le côté satanique, c'est-à-dire que cette gouvernance mondiale, elle va aller contre tout ce qui a un caractère sacré, tout ce qui a un caractère moral et tout ce qui a un caractère génétique. C'est le règne de l'artifice total à tous les niveaux et l'ambition de détruire l'être humain. Dans ce contexte-là, nous pouvons nous poser la question. On sait que la dernière religion révélée, c'est l'islam. Donc on a tous, si on veut être up-to-date, la dernière religion révélée étant l'islam. Si on veut avoir une religion, il faut être musulman. Par contre, à l'intérieur de l'islam, il y a d'autres voies spirituelles, 120 000 en tout, notamment celle de Dhul-Kifl, c'est-à-dire le Bouddha. Et c'est la question du jour, puisqu'on devait parler de l'octuple sentier, de l'enseignement du Bouddha. Qu'est-ce que peut nous apporter le bouddhisme face à la gouvernance mondiale? La question, elle se pose parce que Hollywood a diabolisé l'islam en le présentant comme une activité terroriste satanique, et Hollywood a enjolivé le bouddhisme jusqu'à nous présenter le Dalai Lama comme une espèce de pape international du bouddhisme. Alors,
Pourquoi cette préoccupation par rapport à l'islam de la gouvernance mondiale? On le verra une autre fois. Aujourd'hui, on va parler du bouddhisme, de l'octuple sentier et pourquoi la gouvernance mondiale a tenté de faire une OPA sur le bouddhisme. Quel est le fond du problème et en quoi ça nous concerne en tant que musulmans et en tant que bouddhistes. Alors, quels sont les 8 sentiers, en fait, les 8, l'octuple sentier? On a les 4 nobles vérités, on a l'octuple sentier. Alors, souvent, j'aime bien dire les 8 de nobles chemins du quadruple sentier ou l'octuple sentier. Ça, c'est à vous de voir. De toute façon, c'est toujours très difficile de traduire du sanskrit dans des termes européens. Il est vrai que les 4 nobles vérités, ça veut plutôt dire les 4 choses vraies qu'une personne noble de caractère peut comprendre. Et les 8 précieux, les 8 joyaux ou l'octuple sentier, c'est 8 façons d'entrer dans le chemin en réalité plutôt que 8 chemins, 8 façons d'entrer dans le chemin. Comment est-ce qu'on rentre dans le sentier bouddhiste? On y rentre de 8 façons, on s'exprime de 8 façons. La première façon, c'est d'avoir la vue juste, c'est-à-dire voir les choses telles qu'elles sont. Quand on est bigleux, c'est sûr qu'on voit pas les choses quand elles font. Donc c'est avoir la vue ou la compréhension juste des choses. La deuxième chose, c'est d'avoir la parole juste. C'est-à-dire qu'il faut dire la vérité et dire ce qui est vrai comme c'est. Mais ça veut dire qu'on peut pas toujours ouvrir la bouche. Par exemple, si je tombe sur un enfoiré de juge brésilien pédophile complètement corrompu, je vais pas lui dire ta gueule, espèce de sale pédo, racaille de Portos, etc. C'est la vérité, c'est qu'une racaille de Portos qui a été chiée ici est un nazi. Mais si je lui dis, ça va pas arranger la situation. Déjà que quand ils sont face à moi, ils ont des crises de projection satanique, hallucinatoires, leur pédophilie leur sort par la bouche, la cocaïne et leur trafic de drogue leur sort par le corps et leur volonté de tuer est extrême. Le problème du Brésil, et le drapeau du Brésil, c'est le drapeau des Cananéens, c'est qu'on a ici toute une chier de Cananéens, il y en a au moins 80 millions, ce qui vous explique d'ailleurs pourquoi dans la prophétie de Don Bosco et de Chico Xavier, il y a l'extermination d'environ 80 millions de Brésiliens, pratiquement tous d'origine cananéenne, donc des Khazars portugais, ceux qui étaient les grands propriétaires terriens d'ici, qui ont violé leurs esclaves et qui ont chié ici toute une population de type cananéenne qui ne vit que de la pédophilie, de l'abus d'enfants, de la criminalité, de la mafia, de la schizophrénie, du trafic de drogue et des assassinats politiques. Il y a quand même, j'étais dans un petit village, il y a 100 assassinats par an. Il faut quand même se poser des questions sur la qualité génétique des Portugais qui ont été chiés ici en règle générale. Il n'y a aucun pays au monde où on trouve ce niveau de criminalité. Voilà. Le Brésil, c'est 50% des homicides de l'OCDE. Cherchez pas, il n'y a que des Portugais en Angola qui font le même score. Alors évidemment, c'est aussi avoir la pensée juste, c'est voir les choses justement. Donc avoir la compréhension ou la vue juste, la parole juste, dire ce qu'il faut au bon moment. C'est pas la peine d'exciter ces enfoirés. Vous mettez un miroir devant Pédovski, je peux vous assurer que ça va le rendre encore plus enragé. D'ailleurs, quand il s'est vu dans le miroir et qu'il a compris qui il était, la plus grande peur qu'il a, c'est que je dise qu'il est un menteur, un voleur et un assassin, un pédophile, un vendeur de drogue et un criminel. Et il est prêt à tous les mensonges, il est prêt à toutes les escroqueries, il est prêt à tous les assassinats avec ses complices pour le cacher. C'est évidemment la pensée juste, c'est quatrièmement l'action juste, il faut agir de façon juste, adéquate. Il faut aussi faire des efforts justes, c'est pas la peine d'en faire trop, il faut pas non plus être paresseux, il faut avoir l'attention juste dans ce qu'on fait et il faut très bien se concentrer. Mais au final, ce qui compte, c'est les moyens d'existence justes. C'est-à-dire que si vous n'avez pas des moyens d'existence justes, si vous travaillez pour un état criminel, vous allez être la meilleure des personnes du monde. Vous pouvez pas être la meilleure personne du monde quand vous travaillez pour la justice carioca. C'est un milieu qui est complètement corrompu par la pédophilie, par le trafic de drogue, par les assassinats politiques et l'extrême droite nazie. Donc j'ai quelqu'un qui était en thérapie chez moi en 2018-2019, qui travaille pour le ministère public de Rio de Janeiro, qui m'a absolument tout raconté sur les réseaux bolsonaristes à l'intérieur du ministère public de Rio de Janeiro. C'est un égout de Guine Lola. C'est exactement le même niveau de chien, encore plus de cananéens, parce qu'il y a toute cette racaille portugaise qui est arrivée ici. Voilà. En règle générale, ces fils de migrants, quand on était français et qu'on voulait émigrer au Canada, il fallait avoir un certificat de moralité adressé par monsieur le curé, et le Brésil a été un dépotoir pour criminels portugais, moins espagnols et italiens. Donc tous les problèmes systémiques qu'on a ici au Brésil, ils viennent des Portugais et ils viennent des Siciliens. C'est la mafia italienne et l'administration corrompue portugaise et pesante. Quand vous conjuguez les autres, vous avez une énorme usine à gaz
Hello, une énorme usine à gaz juridique. Et regardez les procès politiques qui ont été faits à Lula, regardez l'empêchement de Dilma, vous avez à peu près l'explication de ce qu'est du judaïsme corrompu. C'est-à-dire tout ce légalisme qu'on trouve à Rio de Janeiro, en règle générale, et à São Paulo, dans les milieux judiciaires, surtout Rio, c'est en réalité, ça vient de juifs apostats, de portugais qui avant étaient des arabes, qui ont apostasé l'islam, qui sont passés au christianisme, et après, sous l'influence des khazars et des vendeurs d'esclaves juifs portugais, sont devenus les apostats du nazisme brésilien, de Salazar, etc. Mais il y a quand même une couche de merde à nettoyer au Karcher. Bon courage à Lula pour arriver à nettoyer ne serait-ce que le système judiciaire de Rio de Janeiro. Je crois qu'à part un tsunami, cette ville ne se nettoiera jamais de ses descendants d'esclaves qui sont des bâtards de juifs portugais qui étaient leurs esclavagistes, les Da Silva et Monteiro et compagnie, puisqu'ils ont les noms de leurs maîtres, de leurs bourreaux, dont ils sont bien souvent les descendants. Et d'autre part, toute cette racaille italienne et mafieuse, les Torticelli et compagnie, qui ne savent que être ou des agents de la CIA, travaillant sous couverture, et en tout cas les agents du grand banditisme international, et Tortinetti que ça, voilà. Donc bien entendu, c'est toujours la même racaille, c'est cette racaille à laquelle j'ai été confronté en France, en Calédonie, à Luxembourg, partout où je passe, c'est cette racaille-là qui m'attaque en priorité, généralement avec des arguments juridiques, puisque comme on vient avec la loi de Dieu, ils m'attaquent avec la loi des hommes. Comme je viens avec des influences spirituelles, ils vont m'attaquer avec des influences néfastes, en particulier celle de la pédérastie et celle de la prostitution et des milieux du narcotrafic. Voilà. Ça n'illusionne qu'eux, c'est des gens qui s'autosatisfont. Ça se réglera de toute façon au moment de leur mort. Ça sera directement les égouts du monde dans lequel on est, c'est-à-dire les univers de la merde ou les univers des masses d'armes. Il n'y a aucune chance que ce genre d'individu aille même ne serait-ce que dans le monde des esprits faméliques. Ils le sont déjà faméliques. De toute façon, c'est des crèves-misères. Ces gens qui ont une cupidité, une avidité sans borne. On se demande pourquoi ils ont besoin d'avoir autant d'argent. Voilà, autant d'argent sale surtout. Voilà. Finalement, l'argent sale, on s'en contente jamais. Quand on a de l'argent honnêtement gagné, on s'en contente. Quand c'est de l'argent sale, on n'en a jamais assez. Voilà. Donc, eh bien, voilà comment ça se passe, l'octuple sentier, c'est-à-dire qu'au final, c'est vraiment les moyens d'existence juste. C'est-à-dire que si vous ne trouvez pas un moyen d'existence juste, eh bien, vous irez en enfer, ou vous irez dans une renaissance infortune. On peut pas être mercenaire, on peut pas être milicien, on peut pas être dans des parodies de justice humaine légalistes, on peut pas être dans des collecteurs d'impôts pour des systèmes criminels, on peut pas être au service de ce système et bien s'en porter. Ça permet de vivre sa vie ici en se salissant avec un pouvoir sale, mais ça se paye au moment de la mort. Et de toute façon, ça se paye déjà dans cette vie en ayant des prédispositions malheureuses à commettre des actes incommensurables qui auront des conséquences dans les autres existences. Voilà, donc l'octuple sentier est très important, surtout évidemment les moyens d'existence justes, et donc pas mentir, pas voler, pas tuer, qui sont les trois incommensurables. Les actes les plus incommensurables, ceux qui vont avoir les plus grandes conséquences. Voilà, inutile de se remettre des médailles d'accordéoniste et des médailles de chef du ministère public, c'est que des médailles de la Légion d'honneur, c'est que des médailles en chocolat pour gogol du système. Voilà, nous on est des êtres sérieux, les véritables médailles qu'on reçoit, c'est celles de Dieu, c'est quand Dieu est satisfait de nous et que nous faisons des actes vertueux. Voilà. Je vais vous laisser parce que j'ai un petit entretien à avoir avec le député fédéral André Janones. Donc c'est un député de l'État de Minas Gerais. C'est lui qui a organisé la campagne électorale du président Lula da Silva. Et on va justement parler de l'assassinat de Marielle Franco et de Marcos Cac. À très bientôt. Ciao. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Effectivement, on parlera dans la prochaine vidéo de ce qui va se passer dans les années à venir. Vous savez bien que l'octuple sentier n'est pas respecté en Occident. Les gens sont dans l'immoralité, le sacrilège et puis la parodie démocratique absolue avec un pouvoir qui est devenu tyrannique. Et donc, eh bien, qu'est-ce qui va se passer sur 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 et 2028 ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, mais ça sera qu'un résumé de choses que je vous ai déjà dit plein de fois. Et vous le remarquerez, depuis 2015, absolument tout ce que je vous ai annoncé s'est accompli. Je devrais dire hélas.